Et on commence par cette image de l'Assemblée nationale cet après-midi. Ce n'est d'ailleurs pas terminé. Les députés français débattent des finances. Bruno Le Maire veut, dit-il, tendre la main à tous les parlementaires de l'opposition qui souhaitent rétablir les finances publiques. Mais ce n'est pas gagné. La France a connu un dérapage très net du déficit à 5,5% du produit intérieur brut au lieu des 4,9% attendus par Bercy. Un débat d'orientation budgétaire sans vote qui intervient 3 jours après les décisions des agences Moody's et Fitch qui finalement n'ont pas dégradé la note souveraine du pays malgré ce déficit record. Mais qui sont vraiment ces agences de notation? Quel est leur rôle? Quel est leur pouvoir? Et d'où vient leur argent? On va tenter d'y voir plus clair avec vous. Christopher Dambik, bienvenue sur TV5. Vous êtes conseiller en stratégie d'investissement pour la France, la Belgique et le Luxembourg chez Pictet AM. Avec nous également Ouldamar Yahia, merci beaucoup d'être avec nous sur TV5. On est en direct. Vous êtes économiste et banquier. Vous êtes l'auteur d'une tribune qui a pour titre « Quelle stratégie africaine face aux préjugés dévastateurs des grandes agences de notation ?» Vous nous direz pourquoi cette interrogation. On commence avec vous, Christopher Dambik. C'est quoi une agence de notation? Une agence de notation, elle a un rôle qui est très simple. Aujourd'hui, quand vous avez des entreprises ou des États qui doivent s'endetter, vous avez des investisseurs en face. Et pour savoir si la dette qu'ils vont acheter, elle est de bonne qualité, vous avez ces agences de notation qui interviennent. Concrètement, elles vont mesurer la qualité de la dette des États, mais également des grandes entreprises qui sont en général cotées en bourse. Donc elles ont un rôle très important dans les milieux financiers parce que finalement, ça permet aux investisseurs, à ceux qui vont acheter de la dette, de savoir est-ce que je prends un gros risque lorsque j'achète cette dette ou pas, et éventuellement d'avoir un taux d'intérêt plus élevé si on a bien sûr un risque plus élevé sur l'achat d'une dette. Achat de la dette, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est dans un système capitaliste où chaque intervenant, État et grandes entreprises, s'endettent auprès d'investisseurs. Les investisseurs, c'est par exemple des banques. Ça peut être aussi des épargnants, puisque nous-mêmes, nous pouvons avoir de la dette d'entreprise ou d'État dans nos investissements financiers. Et donc, automatiquement, chaque pourcent financer des projets, payer des employés, etc., elles doivent s'endetter auprès de ces acteurs-là. Et donc, cette dette-là, comme pour un ménage ou pour une famille, finalement, cette dette, elle est simplement notée. On va savoir quelle est sa qualité, quel est le risque que je vais prendre si j'achète de cette dette. Est-ce que potentiellement, par exemple, je ne vais pas être remboursé sur la dette? Et ça, c'est un point qui est important. Et les agences de notation ont ce rôle-là depuis plusieurs décennies de pouvoir mesurer cette qualité de la dette afin de savoir si on prend un risque ou en tout cas quel est l'auteur du risque qu'on comprend. Alors, ces agences de notation sont apparues au grand jour lors de la crise des subprimes et des crédits immobiliers à risque aux États-Unis 2007-2008. On se souvient de la faillite de la Grèce. Le rôle de ces agences avait fait polémique. Depuis quand existent-elles? Elles existent depuis plusieurs décennies, puisque depuis finalement, même avant la Première Guerre mondiale, on avait ce rôle des agences qui intervenaient. Elles ont été un peu sous les radars, parce que finalement, c'était des agents financiers qui étaient présents depuis très longtemps et personne ne s'interrogeait à cet égard. En revanche, c'est vrai que vous avez mentionné que la crise financière 2007-2008 a eu un rôle important. Elles ont été mises en avant et surtout, elles ont été mises en avant, mais elles ont été très, très critiquées parce que foncièrement, qu'est-ce qu'elles nous avaient dit? Je vous rappelle, je vous ai dit, elles doivent mesurer la qualité d'une dette et notamment au sujet de la Grèce. Elles disaient juste avant la crise que finalement, vous achetez de la dette grecque, il n'y a pas un gros problème. Vous serez remboursé. La réalité, c'est que du jour au lendemain, en l'espace quasiment d'une nuit, on s'est rendu compte, a priori, leur jugement n'est pas si opérant, si crédible que ça, et la qualité de la dette grecque, elle n'était pas si bonne. Donc c'est vrai leur rôle a été quand même très discrédité depuis 2007-2008, et elles n'ont pas complètement retrouvé leur place dans les milieux financiers. Elles sont toujours là, mais en tout cas, on les observe un peu moins, on est moins présent pour savoir ce qu'elles vont dire. Alors j'aimerais faire un pas de côté, plutôt remonter le temps. On est en 2012. Une autre agence, Standard & Poor's, dont on va d'ailleurs parler, avait déjà dégradé, en tout cas à l'époque, elle avait rétrogradé la France. On va écouter à l'époque le ministre de l'économie, François Baroin, et l'un de ses plus vifs opposants à l'époque, Jean-Luc Mélenchon. Nous sommes dans la bonne direction et ce ne sont pas les agences de notation qui font la politique de la France. Il ne faut en aucun cas céder à la pression que vont exercer sur nous les milieux de la finance. En aucun cas céder. On a vu ce que cela donne par le cas de la Grèce. C'est un sacrifice sans fin. Maintenant, il faut rendre les clés. Voilà, ne pas céder, disent un homme de droite, un homme de gauche. Est-il possible de résister à la puissance de ces agences de notation? Alors je vais être très direct. Les agences de notation sont un peu des bonnes excuses pour certains responsables politiques pour ne pas faire les efforts. On peut critiquer la méthodologie des agences de notation, considérer que leur travail n'est pas toujours très crédible, mais en revanche, on ne peut pas dire qu'elles exercent une pression sur les États, surtout pour les États développés, surtout pour la France, pour faire des choix de politique publique derrière. Pour des pays émergents, des pays en voie de développement, on peut débattre. Mais pour un pays comme la France, la réalité, c'est que
le rôle des agences de notation est relativement faible. Donc très souvent, je trouve qu'il y a une manipulation du politique. Mais est-ce qu'elles sont vraiment indépendantes? Parce qu'on va en parler, les trois plus grosses sont américaines. Il y a des rivalités, États-Unis-Europe, États-Unis-Chine. Est-ce que ça ne peut pas peser dans la balance? Pas complètement, parce que par exemple, je vous donne l'exemple contraire, les agences de notation, il y a quelques années de cela, dégradaient la note des États-Unis. Là, effectivement, c'est un petit problème à un certain stade. Ça a joué beaucoup quand même sur le niveau d'endettement des États-Unis, leur capacité à avoir des emprunts bas. Donc, elles essayent d'être aussi objectives que possible. Et surtout, point important, vous avez certains pays qui essayent de contourner cette hégémonie des trois agences que vous avez mentionnées, puisqu'on a eu une agence chinoise, on peut aussi débattre de la méthodologie, mais qui est apparue il y a quelques années de ça pour offrir d'autres perspectives. Bien évidemment, ça met un certain temps avant qu'on observe de très près ce qu'elle fait. Mais en tout cas, il y a une volonté d'éviter que ces trois entreprises aient un monopole. Alors, Ouldamar Yahia est avec nous également, je le disais, économiste, banquier. Quelle stratégie africaine face aux préjugés dévastateurs des grandes agences de notation? Dites-nous ce soir, quels sont ces préjugés dévastateurs? Alors, je voulais d'abord faire un petit rappel sur ces agences-là. Il faut savoir que ces agences-là sont le phare qui guide l'investissement dans le monde. Pas seulement en bourse, mais aussi dans l'économie réelle. Et il faut comprendre que cet investissement, ce volume d'investissement, il est gigantesque. Je vais simplement donner 2 ou 3 chiffres. Pour savoir pour comprendre finalement le poids de cet investissement dans le monde et le fait que les États à côté ne représentent pas grand-chose. Je prends par exemple le cas du Royaume-Uni. Vous avez HSBC, le total des actifs de HSBC qui équivaut au PIB du Royaume-Uni. Et il en est même, la même chose pour la France avec la BNP. Le total des actifs, ça équivaut à peu près au produit intérieur brut de la France, qui est une mesure de la richesse d'un pays. Mais je voulais simplement rappeler que toute la production mondiale, c'est-à-dire le PIB, ce qu'on appelle la production intérieure brute, qui est une mesure de la richesse mondiale annuelle, ça représente 14 jours d'échange sur le marché des devises, c'est-à-dire pas grand-chose. Aujourd'hui, et ces investisseurs-là dont on parle, ils ont un phare qui les guide, qui sont les agences de notation. Il y en a 3. Juste, si vous voulez bien, ouais, parce que le temps file, j'aimerais qu'on parle notamment de l'Afrique. Quand vous parlez de préjugés, ça veut dire quoi en quoi? Ces agences de notation, disons-le, ont un rôle préjudiciable peut-être pour des pays. Vous avez parlé d'économie réelle, pour des pays africains. Alors, pour des pays africains, ils sont considérés comme des économies immatures. Et l'évaluation de la solvabilité, elle est modifiée. Elle est modifiée par des critères qui sont appliqués généralement à des économies développées, mais qui sont utilisés autrement pour les pays africains, dans le sens où il y a énormément de corrections sur les données, sur les informations qui sont fournies. Donc vous voulez dire que ces agences de notation devraient faire différemment, opérer différemment avec les économies émergentes, les économies des pays pauvres par rapport aux pays développés, aux pays riches? Absolument. Absolument. D'abord, ces agences-là ne connaissent pas très bien l'Afrique et l'évolution rapide des économies africaines. Moi, j'aurais préféré, par exemple, que ce soit les FMI qui notent les pays africains parce qu'ils participent aussi au financement. Eux, ils font une notation et après, à l'investisseur... Alors, je ne suis pas sûr que la Grèce soit... Enfin, en tout cas, la Grèce, à l'époque, avait beaucoup critiqué le FMI. Peut-être une réaction en plateau? Non, je suis d'accord sur le FMI plutôt que les agences de notation? Non, parce que le FMI, déjà, c'est pas son rôle. Il faudrait un accord. Il faut s'accorder aussi sur une nouvelle méthodologie. Et surtout, on peut aussi contester les approches du FMI. On en a eu en Amérique latine dans les années 80, 90 en Asie, la Grèce, comme vous l'avez rappelé. Donc, c'est pas le bon intermédiaire. Là où, effectivement, peut-être les agences de notation peuvent s'améliorer, c'est que concrètement, quand elles notent un pays africain, vous avez 2-3 personnes qui ont une large couverture, par exemple, la zone Maghreb ou plus large encore que cela. Et ils viennent de temps en temps, une fois tous les 3 mois, dans les pays pour essayer de visiter, voir les institutions, banques centrales, etc. Et c'est vrai que probablement on devrait aller sur une approche qui soit plus complète, avoir une différenciation. C'est qu'on ne peut pas utiliser les mêmes critères pour noter la France ou par exemple l'Algérie ou la Tunisie. Donc effectivement, il y a peut-être ce besoin-là, mais il n'y a pas de meilleur autre interlocuteur que les agences aujourd'hui, malheureusement, j'oserais dire. Pourquoi ont-elles le monopole alors qu'elles sont critiquées? Vous avez parlé de la Chine. L'Europe essaye aussi d'avoir
avoir son agence de notation. D'ailleurs, l'autorité européenne des marchés a identifié de nombreux défauts et manquements, pas plus tard que décembre dernier, sur des erreurs, en tout cas, ce qui a pu effectivement avoir des conséquences sur des investisseurs dans tel ou tel pays. Pourquoi ce sont ces trois-là? Standard & Poor's, Moody's et Fitch. Historiquement, finalement, elles ont un monopole qui s'est mis en place. Il est très difficile à être contesté. Il faut bien comprendre que, par exemple, une entreprise aujourd'hui qui est cotée en bourse, lorsqu'elle veut émettre de la dette, trouver des investissements, elle doit demander à au moins une de ses agences, voire plusieurs, de noter sa dette. Donc finalement, vous avez une situation qu'on avait vue déjà avec la Grèce ou la crise des subprimes que vous avez mentionnée, où elles sont tellement présentes, elles ont tellement tous les contacts que c'est très très dur de les contourner. Et d'où vient leur argent? Alors l'argent vient, comme je vous l'ai donné l'exemple, c'est l'émetteur, donc en l'occurrence par exemple l'entreprise qui souhaite être notée, qui souhaite émettre une dette, qui va payer justement. Les entreprises payent pas les États. Les États, c'est différent puisque vous avez une approche où finalement ça fait partie du rôle de notation des États. Donc automatiquement vous avez cette mise en application qui est mise en avant. Mais très très dur à contourner et c'est ça le problème. Elles ont un monopole qui restera dans tous les cas. Merci beaucoup Christopher Dembicq. Merci Hulda Mariarcia. On essaiera de vous avoir beaucoup plus longuement lors d'un de vos passages ici sur nos studios à TV5 Monde. Vous y serez le bienvenu. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu à nos questions ce soir.